Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui les malformations de membres chez l'enfant. Nous allons commencer par la définition. Les malformations de membres sont toute anomalie de membres qui survient avant la 8e semaine de gestation. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la formation de membres se fait entre la 4e et la 7e semaine de gestation. Donc, à 8 semaines, c'est ce que nous avons ici, la morphogénèse des membres inférieurs est complète et terminée. Donc, toute malformation survenant dans cette période-là, donc avant la 8e semaine, va engendrer une malformation visible morphologiquement lors de la naissance. Il faut savoir que du point de vue embryologique, la formation de membres passe par des étapes. La première est la chondrification, c'est-à-dire qu'on a une masse cartilagineuse totale, fusionnée, qui après va s'ossifier progressivement in utero, pas totalement. Et la troisième phase, c'est la vacuolisation, c'est-à-dire que cette masse fusionnée, il va y avoir des vacuoles qui vont se présenter, qui vont se créer et donc créer une articulation. C'est ce qui va se faire, donc la séparation par des articulations, la séparation des doigts et la séparation en intersegmentaire, des segments de membres. Les causes des malformations sont multiples, mais aucune n'a été certifiée. On a incriminé des mutations de gènes, on a incriminé des facteurs chimiques, tels que même des facteurs médicamenteux, mais aucune étiologie réelle n'a été certifiée. Il y a une classification internationale connue, c'est la classification de Swanson, actuellement utilisée pour que le langage soit universel. Cette classification a été créée en 68, elle a été actualisée en 76. Elle divise les malformations de membres en 7 parties. C'est-à-dire ce ne sont pas des stades, c'est pas un stade 1 qui passe au stade 2, ce sont des groupes totalement indépendants qui peuvent coexister sur un même membre, bien sûr. Le type 1, c'est un défaut de formation de membre, c'est un membre qui manque ou un segment de membre qui manque, c'est un arrêt de développement. Le type 2, c'est un défaut de différenciation ou de séparation de segments, c'est-à-dire la vacuolisation ne se fait pas correctement ou la séparation entre les doigts ne se fait pas correctement, par exemple. Le type 3, c'est une duplication. C'est des membres en plus, des doigts en plus, des mains en plus, quelque chose qui est dupliqué. Le type 4, c'est une hypertrophie, c'est un surdéveloppement ou ce qu'on appelle le gigantisme. C'est un membre ou un segment de membre qui est hypertrophié par rapport au segment normal. À l'opposé, nous avons le type 5 qui est l'hypotrophie, qui est le sous-développement. Et donc, on a un segment de membre qui est sous-développé. Le type 6, c'est les malformations amniotiques. Ce sont les maladies amniotiques, ce sont des constrictions, ce sont des strictions au niveau des segments de membres. Le type 7, ce sont des anomalies osseuses généralisées et les grands syndromes. Commençons par le type 1 de la classification de Swanson, qui est le défaut de formation. Dans tout défaut, quel que soit le défaut, ce défaut peut être transversal ou longitudinal. Je prends beaucoup de plaisir à dire qu'il faut imaginer un couteau, c'est-à-dire que l'arrêt de développement transversal est un couteau qui vient sectionner transversalement quelque chose. Et donc, elle peut siéger à différents niveaux. L'arrêt transversal peut siéger à différents niveaux, au niveau de l'épaule, du bras, il peut manquer une main, un avant-bras, un coude, tout, une phalange. Par contre, ce défaut peut être segmentaire ou intersegmentaire. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Le diagnostic différentiel se fait avec la maladie amniotique. Nous allons voir ultérieurement pourquoi. On avait dit arrêt de développement transversal, c'est un couteau qui est sectionné, qui sectionne. Là, on voit bien la différence. Là, on a sur cette photo, on a un défaut d'arrêt transversal segmentaire où on a tout un avant-bras qui manque et toute une main qui manque. Et là, on a un défaut de formation intersegmentaire, c'est-à-dire qu'il manque le bras et l'avant-bras. On a une main qui est greffée directement sur l'épaule. C'est ce qu'on appelle l'arrêt de formation intersegmentaire. Le traitement, eh bien, en premier lieu, c'est l'appareillage, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus conventionné, de plus facile, j'allais dire. Mais maintenant, avec la science, le développement se fait que, en plus de l'appareillage qui est de plus en plus perfectionné, de plus en plus
perfectionné, voilà. Il y a ce qu'on appelle, on peut arriver jusqu'aux mains bioniques et jusqu'aux mains qui reproduisent parfaitement toutes les activités euh, d'un membre. Ce traitement chirurgical il y a aussi d'autres méthodes de traitement qui sont des techniques très avancées. Par exemple, si on a un arrêt de développement intersegmentaire où un pied est greffé sur une cuisse, eh bien on peut faire un retournement de ce pied et utiliser l'articulation de la cheville comme un genou et placer donc une orthèse plus petite et plus courte. Bien sûr, le traitement microchirurgical, c'est le summum actuellement, on peut arriver jusqu'à la greffe de membres. Nous savons bien qu'on a fait des greffes de visage, et bien là, en l'occurrence, ça va être des greffes de membres. Le défaut de formation, donc l'arrêt de développement peut être longitudinal, c'est-à-dire que le coup de couteau, c'est-à-dire il va être longitudinal, on va enlever un segment longitudinalement. Cet arrêt peut être longitudinal latéral, au niveau du membre supérieur, il peut manquer par exemple un radius, on voit bien ici un radius qui manque totalement, on a un ulna qui est isolé, qui est structuré directement sur le poignet et sur la main, et donc c'est ce qui va donner la même botte radiale. Cette même botte radiale va bénéficier bien sûr d'un traitement. Là, on voit bien. Là, on voit bien donc la réduction d'une même botte radiale. Une réduction est faite, puis un alignement est fait pour que le membre soit dans l'axe et puisse être utilisé parfaitement. Ça, c'était l'arrêt longitudinal latéral. Donc, tout ce qui est latéral, par exemple, un radius qui manque, un pouce qui manque. Là, en l'occurrence, quand on a un radius qui manque, une agénésie du radius ou une hypoplasie du radius, elle peut s'accompagner d'une même botte radiale. On peut s'accompagner d'une agénésie du pouce. On voit bien ici l'agénésie du pouce que nous voyons ici et qui va être traitée par une polycisation de l'index, c'est-à-dire qu'on prend l'index, là on voit que la main devient une main à 3 doigts et l'index a été utilisé pour faire la polycisation. Ça, c'est des résultats d'une même botte radiale opérée. On voit bien que l'enfant arrive parfaitement à écrire avec son néo-pouce, on va dire, son nouveau pouce. Au niveau des membres inférieurs, cela s'appelle l'électromélie longitudinale externe. Par exemple, là, si on voit sur cette radiographie, il manque le péroné, c'est un arrêt de développement latéral, il manque le péroné, si on doit comparer à cela. Et donc, c'est une électromélie longitudinale latérale. Le défaut de formation, toujours dans l'arrêt longitudinal, il peut être médial, c'est-à-dire ça peut être par exemple au niveau du membre supérieur, un ulna qui manque, au niveau du membre inférieur, c'est le tibia. Et donc ça va donner une même botte cubitale ou une même botte ulnaire. On voit bien ici la déformation. Le pouce est intact, on voit bien qu'il y a un pouce parce qu'en fait ce sont les derniers doigts qui manquent. Au niveau des membres inférieurs, on appelle ça l'extromélie longitudinale interne ou médiale, c'est-à-dire que c'est le tibia par hypoplasie du tibia. Le défaut de formation peut être aussi central. D'accord? Le défaut, alors on avait dit latéral, médial, et bien il peut être aussi central. Central, c'est une agénésie ou une hypoplasie en centrale. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque le troisième rayon. C'est ce qu'on appelle la main fourche, c'est une fente médiale. C'est une fente médiale qui peut être traitée. On voit bien ici, ça c'est une fente médiale, une main fourche qui a été traitée sur différents plans, la peau, les muscles et même les structures ligamentaires avec les rapprochements des ligaments intermétacarpiens. Passons au type 2. Le type 2, c'est un défaut de séparation. C'est-à-dire, on a toujours le même principe du couteau, c'est la vacuolisation qui ne se fait pas. Donc, c'est un couteau qui n'arrive pas à bien sectionner, à bien agir. Le défaut de séparation peut être transversal. Et donc,
un couteau qui n'a pas fonctionné transversalement. Là, en l'occurrence, on va avoir une synostose huméro-radiale. Ici, on peut avoir des synostoses interphalangiennes. On voit bien qu'il y a une fusion. Donc, ça peut siéger à n'importe quel niveau. Ça peut être une fusion entre le radius et les os du carpe, à n'importe quel niveau. C'est un défaut de séparation transversale. Donc, le défaut de séparation peut être longitudinal. Alors, en l'occurrence, on aura une fusion entre deux structures parallèles. Par exemple, deux doigts qui ne se séparent pas. Et donc, on aura une syndactylie. Là, on voit bien que les doigts sont fusionnés. Et donc, on aura une syndactylie de la troisième commissure. Cette synostose, elle peut siéger un peu plus haut. Il peut y avoir fusion entre le radius et l'ulna. Et on va avoir ce qu'on appelle la synostose radio-ulnaire proximale. Il y va sans dire que cette synostose va empêcher le mouvement de pronosupination. Et le membre va être bloqué dans une certaine position. En fonction de cette position, la décision d'opérer ou non, si le membre se fait, si le membre est bloqué et en bonne position, il n'y a pas lieu d'opérer. Si le membre est bloqué en pronation exagérée, bien sûr, nous sommes obligés de l'opérer pour remettre le membre dans la bonne position. On peut avoir aussi les excès de séparation et donc les duplications. C'est des structures en plus. Les duplications, alors on peut par exemple avoir les polydactylies. On peut voir ici la polydactylie, l'axe de la main passant par le troisième rayon. Tout ce qui est avant est préaxial, tout ce qui est après post-axial. Là, en l'occurrence, on va avoir une polydactylie post-axiale parce qu'on a un sixième doigt qu'on voit bien ici. On peut avoir en préaxial, c'est ce qu'on a les duplications du pouce. On voit bien là en post-opératoire immédiat. Ce sont des radiographies de Canastel, de l'HS Canastel, de moi-même. Nous avons ici les duplications mésoaxiales. Mésoaxiales, on voit bien là qu'il y a un doigt en plus. Il y a un sixième, il y en a 6 et même 7 en fait, mais il y a une duplication mésoaxiale, on a ce petit doigt qui est en plus, et on a une duplication post-axiale à ce niveau. Donc, toujours dans les duplications, nous pouvons avoir des mains en miroir, et là on voit bien une duplication des doigts. On peut avoir les mains en miroir, on peut avoir les duplications de l'ulna, et c'est-à-dire que les duplications peuvent être diverses, et on a une multitude de duplications. Passons au type 4, qui est l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est un surdéveloppement. L'hypertrophie peut être localisée, on le voit bien ici. On a des doigts qui sont beaucoup plus grands que les doigts normaux. C'est une macrodactylie. On peut aussi avoir carrément un membre total qui est hypertrophique. Là, en l'occurrence, on aura une hypertrophie d'un membre. Ça peut être l'hémi-hypertrophie de tout le corps. Et donc, on aura un membre supérieur hypertrophié, un membre inférieur hypertrophié. Il y va sans dire qu'il faut le traiter. Quand est-ce qu'il faut traiter ces patients? Il faut les traiter, et j'insiste sur cela, quand la taille de ce doigt ou de ce membre a atteint l'âge adulte. Et donc, on fait des épiphysiodèses, on bloque la croissance. Une épiphysiodèse, on bloque la croissance et on laisse les segments des membres normaux progressivement grandir et atteindre la taille finale et la taille normale. Le type 5, on a l'hypotrophie de membres. L'hypotrophie de membres, c'est le sous-développement. On a c'est un membre qui est complet, total, mais il est petit par rapport à la normale. Il peut être localisé. On voit ici, par exemple, on a une phalange qui est hypotrophique, alors que là, elle devrait être de cette taille-là, la première phalange, P1. Et bien, cette première phalange du troisième rayon, elle est petite, et donc elle est localisée. C'est une hypotrophie localisée. Les hypotrophies ou toute malformation de membres supérieurs peuvent être associées à une agénésie du grand pectoral qu'on voit ici. D'accord, là on a un grand pectoral qui est bien dessiné, et là on peut avoir une agénésie totale du grand pectoral. Ça rentre dans le cadre de syndrome qu'on appelle le syndrome de Poland, où il y a une agénésie du muscle grand pectoral avec malformation de membres supérieurs, quelle que soit la malformation, j'insiste sur cela, quelle que soit la malformation de membres. Passons à la maladie amniotique. La maladie amniotique, c'est quoi? Eh bien, ce sont des sillons. C'est la présence de sillons qu'on voit ici au niveau d'un membre ou d'un segment de membre.
Le diagnostic est fait par cette présence de sillons à la naissance. Du point de vue physiopathologique, plusieurs théories ont été émises sans qu'aucune ne soit certifiée et ne soit sûre. La première théorie, c'est celle de la brèche amniotique. On a une brèche au niveau de la membrane amniotique, le membre sort et puis ça fait une striction au niveau de ce segment de membre et on a ce sillon. La deuxième théorie, c'est la théorie des cordes émanant de cette membrane amniotique. On a une membrane amniotique qui donne des cordes qu'on voit ici. Ces cordes vont venir entourer un segment de membre et donner ces sillons. Bien sûr, cette striction est progressive, elle est de stades différents, elle est de strictions différentes. Ça peut être une petite striction légère comme on le voit ici, elle peut être plus serrée comme on le voit sur ce deuxième sillon. Si cette striction est plus importante, elle peut donner carrément un défaut d'irrigation avec un œdème, pourquoi pas une nécrose et parfois une agénésie totale. Alors, parlons de cette maladie amniotique. Elle peut passer par différents stages. Les sillons peuvent être tout simples. Ce sont des sillons congénitaux simples. La striction peut être plus importante avec des déformations distales, avec un œdème très important des membres inférieurs. On le voit très bien. Lors de la levée de cette striction, le membre redevient tout à fait normal. Ça peut donner aussi des amputations intra-utérines, qu'on voit bien ici. C'est-à-dire que la striction est tellement importante qu'il y a une amputation, c'est-à-dire que directement, la corde a bien serré et il n'y a plus de segment de membre. C'est pour ça que la discussion se fait, si on revient, diagnostic différentiel avec le défaut de formation transversale. On avait dit la maladie amniotique est un diagnostic différentiel. Ici, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas un défaut de formation transversale? La seule différence, c'est la présence de ce sillon. Il y a un sillon, donc c'est une maladie amniotique. S'il n'y a pas ce sillon, eh bien, on n'aura aucune certitude. Le diagnostic différentiel entre maladie amniotique et défaut de formation restera complet. Les sillons peuvent être associés à une fusion complète, à une acro-syndactylie avec un aspect de main en moufle qu'on voit ici. C'est des patients qui ont été opérés. En post-opératoire, nous sommes arrivés à libérer, mais c'était des sillons multiples. Ils gardent quelques séquelles, mais ce sont des sillons parfaitement viables pour le segment de membre qu'on peut totalement garder. La maladie amniotique, on voit bien ici, on avait dit une bride et donc ça peut donner le diagnostic différentiel avec l'arrêt de développement. Le type 7, c'est une anomalie osseuse généralisée, ce sont les grands syndromes. Ce sont des syndromes complexes. Quand on a un faciès qui ne s'y prête pas, un faciès anormal, des yeux anormaux, une sclérotique anormale, tout ça va nous pousser à penser à des grands syndromes. Et au lieu de classer ça en type 1, 2 jusqu'à 6, eh ben, il faudra forcément classer ça en type 7 dans les anomalies osseuses généralisées qu'on voit bien ici. Toute anomalie génétique aussi y est classée. Il y a aussi les inclassables, il y a aussi des malformations qu'on n'arrive pas à classer. On ne sait pas si c'est un défaut de formation, si c'est une fusion, un défaut de séparation. Ça aussi, il y a des inclassables qu'on classe en type 7 en l'occurrence. Question pratique. Alors, on va faire un diaporama et essayer de raisonner ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, on voit un tibia, on ne voit pas de péroné, avec un membre qui est déjeté en dehors. Et bien ça, c'est quoi? C'est un arrêt de développement longitudinal latéral. C'est une agénésie du rayon latéral, communément appelée ectromélie longitudinale latérale. On peut aussi avoir une polydactylie, qu'on voit bien ici. C'est un excès de séparation, polydactylie post-axiale. Qu'est-ce qu'on voit ici? Des doigts qui manquent en centrale. Et donc, c'est un défaut de formation centrale. C'est une fente, c'est une main en fourche. Qu'est-ce qu'on voit à ce niveau? C'est multiple. Hein. On peut avoir, là, on a en l'occurrence une amputation segmentaire au niveau du membre supérieur et une amputation intersegmentaire au niveau des membres inférieurs, les deux membres inférieurs, puisqu'on a ici un fémur, on a ici plutôt un tibia qui se greffe. On voit bien un tibia qui se greffe directement sur une hanche. Et on a une hypoplasie du tibia qui est greffée au niveau de la hanche avec un pied. Donc, c'est un défaut de formation intersegmentaire.
Là, qu'est-ce qu'on a? On a 6 doigts, 6 orteils. Et donc, du coup, c'est une polydactylie préaxiale désaxée. À ce niveau-là, on a une hypoplasie du péroné. Et donc, c'est une ectromélie longitudinale latérale. Là, on a une fusion entre deux doigts, la fusion de la 4e commissure, et donc c'est une syndactylie. Là, il y a 6 orteils, là, et donc c'est une polydactylie préaxiale. Là, on a un petit bourgeon sur le gros orteil, qu'on voit bien ici, c'est une polydactylie préaxiale. Ça, c'est un gros orteil. Quand on voit la taille des autres orteils, on en déduit que c'est une macrodactylie segmentaire. Et donc, c'est un malade qui a été opéré et avec un raccourcissement et une résection du lipome de la graisse qu'il y a autour de cet orteil. C'est une macrodactylie. Ça, c'est une duplication avec la main au miroir. Ça, c'est une syndactylie des membres inférieurs. Syndactylie de la commissure au niveau des membres inférieurs. C'est un défaut de séparation. C'est une syndactylie. Là, on a un arrêt de développement central avec une hypoplasie des doigts. D'accord? Là, sur la radio, on a tendance à dire que c'est une agénésie, mais là, on voit bien qu'il y a des bourgeons. Est-ce que c'est une maladie amniotique? Possible, vu qu'il y a à ce niveau-là un sillon. Ça, c'est une syndactylie lâche. C'est un défaut de séparation, syndactylie lâche. Là, on voit que c'est un pouce, mais qui est anormalement petit, hypoplasique, et donc c'est un défaut de formation, une hypoplasie du rayon latéral, avec une hypoplasie du pouce. Ça, c'est une macrosyndactylie, c'est un défaut de séparation et une hypertrophie. Ça va être les inclassables. C'est fusionné, mais dévié latéralement. On peut classer ça en type 7 avec les inclassables. Ça, c'est un défaut de formation centrale, mais avec des phalanges anormales. On peut la classer en type 7, comme on peut la classer comme un défaut de formation centrale. Ça, c'est une hypertrophie. On voit bien que le pied gauche est plus grand que le droit, et donc ça, c'est une hypertrophie. Ça, c'est les inclassables. Ça, c'est une duplication du pouce. Du point de vue psychologique, l'approche psychologique des malformations de membres, croyez-moi, est capitale. Parce qu'il faut savoir parler aux parents. Pour parler d'un enfant anormal ou différent, beaucoup de questions vont se poser. Il faut être très réservé dans le pronostic, surtout qu'il y a la croissance qui est mise en jeu quand il y a une atteinte cartilagineuse. Chez l'enfant, il faut l'opérer de préférence avant la scolarisation, avant la socialisation, parce que les enfants sont ingrats entre eux, et donc il faut que l'enfant arrive à la scolarité, en début de scolarité, avec un aspect normal. Concernant le dépistage anténatal, beaucoup de malformations ont été dépistées en anténatal. Concernant les malformations de membres, c'est sûr que même si le diagnostic est fait, moi je vais vous parler du point de vue scientifique puis religieux. Du point de vue scientifique, certaines malformations de membres, si elles sont dépistées, les parents peuvent demander à faire un arrêt thérapeutique de grossesse. C'est leur droit le plus absolu. Je vais vous parler du point de vue religieux en Algérie, chez nous. Comme du point de vue religieux, ce n'est pas permis. Moi, je pense qu'un dépistage anténatal ne changera rien, sinon affecter psychologiquement la maman. Et donc, même s'il faut avertir la maman qu'il y a une malformation de membre, c'est juste pour qu'elle se rapproche au plus tôt, après la naissance de l'enfant, d'une structure adéquate, d'un service d'orthopédie pédiatrique pour une prise en charge optimale très tôt. Alors, en conclusion, je vais vous dire que toute anomalie visible doit être traitée avant l'âge scolaire, ça c'est capital, et chaque malformation doit faire initier toute une recherche générale pour rechercher un syndrome. Je vous remercie de votre attention.